Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle plongée en profondeur d'aujourd'hui. On va aborder un sujet qui, pendant des millénaires, était vu comme l'expression ultime de la vérité absolue. Oui, la vérité avec un grand V, le langage divin, figé, totalement indiscutable, qui décrit la perfection de l'univers. C'est ça. Mais en fait, la réalité, elle est bien plus chaotique. Et il y a une image visuellement super frappante qui illustre parfaitement cette idée. Ah oui, la fameuse couverture de livre. Exactement. C'est la couverture du livre Éléments d'histoire des mathématiques de Nicolas Bourbaki, publié chez Springer. Si on observe cette couverture, on voit en arrière-plan des vieux manuscrits mathématiques jaunis. Avec du latin partout, c'est ça? Voilà. Des textes en latin, avec des phrases comme «Si fuirian duer ecte», et c'est rempli de figures géométriques tracées à la main, très très classiques. Et par-dessus, en surimpression violente, il y a une typographie rouge super moderne, presque agressive. C'est vrai que le contraste il est saisissant. Totalement. Et cette simple composition visuelle, en fait, elle résume notre mission. On va essayer de déconstruire la façon dont les mathématiques sont passées de cette géométrie rassurante, garantie par Dieu ou la nature, à un véritable champ de bataille philosophique. Un espace où l'intuition humaine a été remise en question, puis complètement détruite, pour être remplacée par des structures purement abstraites. Alors, décortiquons tout ça. Nos sources montrent que cette discipline, elle est loin d'être tombée du ciel. C'est une invention humaine marquée par des crises, des monstres théoriques et des concepts d'abord jugés complètement absurdes. Et cette trajectoire, franchement, elle est fascinante pour quiconque cherche à comprendre comment se construit la vérité scientifique en général. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est une ligne droite, non? Oui, exactement. On perçoit souvent les mathématiques comme une progression linéaire, genre une accumulation de certitudes inébranlables. Or, l'histoire démontre que même la science la plus formelle, elle avance en trébuchant. Elle doute de ses propres fondements, en fait. C'est ça. Ça passe par des révolutions conceptuelles qui obligent parfois à juste effacer le tableau et tout recommencer. Du coup, pour comprendre l'état de l'abstraction moderne, il faut vraiment se pencher sur la violence de la chute. Parce que pendant des siècles, l'intuition géométrique et spatiale, ce qu'on pouvait tracer avec une règle et un compas, c'était vu comme infaillible. Totalement infaillible. Jusqu'au jour où cette même intuition a commencé à tromper effrontément les chercheurs. Le contraste avec l'époque classique est dingue, en fait. Au XVIIe siècle, avec Descartes, Pascal ou Leibniz, comment voyez ça? Eh bien, l'évidence d'une proposition mathématique s'était vue comme la garantie de sa vérité absolue. Descartes, par exemple, il pensait même que la clarté d'un concept mathématique était assurée par la perfection divine. Rien que ça. Ah ouais, on rigolait pas avec les axiomes. Pas du tout, on remettait jamais en question les axiomes d'Euclide. L'idée que par un point extérieur à une droite, il ne passe qu'une seule parallèle, ça semblait être une loi incontestable de la nature. C'est parce que ça correspondait parfaitement à l'expérience visuelle, non? C'était le bon sens. On dessine deux lignes droites sur une feuille de papier, on voit bien qu'elles vont jamais se croiser si elles sont parallèles. Ouais, sauf qu'au XIXe siècle, ce bel édifice s'effondre. Et ça commence comment, cet effondrement? Avec des mathématiciens comme Gauss, Lobachevsky et Riemann. Ils décident de manipuler ces axiomes qu'on pensait intouchables. Ils se demandent qu'est-ce qui se passerait si on changeait simplement cette fameuse règle des parallèles. Et là, boum, les géométries non euclidiennes. Exactement. Ils parviennent à construire des systèmes logiques parfaits, mais dans lesquels, par un point, il passe une infinité de droites parallèles, ou même aucune. Attendez, là il faut vraiment expliquer comment c'est physiquement possible, parce que c'est ultra contre-intuitif. Nos sources utilisent une analogie géniale avec la surface de la Terre, qui est une sphère. Ouais, l'analogie de la sphère marche très bien. Si on trace un grand triangle à la surface de la Terre, genre en partant du pôle Nord jusqu'à l'équateur, la somme des angles fera plus de 180 degrés à cause de la courbure, contrairement à ce que disait Euclide sur sa feuille plate. C'est la parfaite illustration. L'espace physique n'est pas nécessairement le plan plat d'Euclide. Et la conséquence immédiate, c'est que les axiomes perdent complètement leur statut de vérité universelle. Ce ne sont plus que des simples hypothèses de départ, en fait. C'est ça, on les choisit pour voir à quel jeu on peut jouer, et on regarde si ce jeu s'adapte à une réalité ou non. C'est un peu comme si on découvrait que les lois de la gravité étaient juste les règles d'un jeu de société, et qu'il y avait d'autres boîtes de jeux dans le placard avec des règles d'attraction complètement différentes. Ouais, c'est une excellente métaphore. Et le vertige s'est pas arrêté à la géométrie, malheureusement. Ah oui, les fameux monstres de l'analyse mathématique. Voilà. Des chercheurs comme Bolzano et Weiersteins ont découvert l'existence de courbes continues qui n'ont de tangente en aucun point. La communauté a littéralement appelé ça des monstres. Là, il faut m'aider à visualiser. Une courbe continue, ça veut dire qu'on peut la tracer sans jamais lever le stylo. C'est ça. Mais si elle n'a de tangente nulle part, ça signifie qu'on ne peut définir aucune pente, genre aucune direction précise à n'importe quel endroit de la ligne.
Ouais, c'est un cauchemar géométrique. Pour se la représenter, il faut imaginer une ligne en zigzag. Et normalement, si on zoome sur un des segments de ce zigzag, on s'attendrait à voir une ligne droite de plus près. Logiquement, oui. Et bien dans la fonction de Weierstrass, en zoomant, on trouve un nouveau zigzag. Et on zoome encore, un nouveau zigzag. Et ça jusqu'à l'infini, un peu comme une fractale. La ligne est tellement brisée à toutes les échelles qu'elle n'est jamais lisse. L'impact psychologique sur les mathématiciens de l'époque a dû être dévastateur. Oh, complètement. Le grand mathématicien français Charles Hermite a même écrit qu'il se, je cite, « détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont point de dérivée Il en faisait des cauchemars, quoi. ». Presque. Et Henri Poincaré se demandait publiquement comment notre intuition spatiale a pu nous trahir avec une telle violence. Mais du coup, si on peut plus se fier à nos propres yeux, ni à la géométrie qui semblait si évidente, sur quoi on s'appuie pour prouver qu'un truc est vrai? Si le dessin ment, il reste quoi? Il reste que la logique pure. Et c'est ce qui déclenche la deuxième grande phase, le triomphe du formalisme logique. Vu que l'intuition est trompeuse, on bâtit un système où la vérité repose juste sur des règles mécaniques. Exactement. Des règles dépourvues de la moindre trace de subjectivité ou de visualisation. Un grand nettoyage par le vide, en somme. On sort l'humain de l'équation et on garde que la syntaxe. Le point de départ, c'est l'Antiquité, avec les syllogismes d'Aristote. Mais c'était hyper limité. On restait sur des trucs du genre « tout A est B », or C est A, donc C est B. Oui, le truc classique de Socrate est mortel. Mais celui qui a vraiment rêvé l'étape suivante, c'est Leibniz, non? Ouais, des siècles avant l'informatique. Il a voulu créer un alphabet des pensées humaines. Son idée était brillante. Attribuer un nombre premier à chaque concept primitif fondamental. Attendez, comment ça fonctionnerait concrètement dans la vraie vie? Supposons que le concept animal reçoive le nombre premier 2 et que rationnel reçoive le nombre 3. D'accord. Le concept humain, qui est défini comme un animal rationnel, ce serait la multiplication des deux. 2 fois 3, donc 6. Ah, je vois. Et pour vérifier si un humain est un animal, il suffirait de vérifier si 6 est divisible par 2. Exactement. Leibniz espérait qu'une machine pourrait un jour calculer les vérités en faisant de simples divisions. Ça réglerait toutes les disputes intellectuelles. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Leibniz est littéralement en train d'imaginer le fonctionnement d'un logiciel moderne. Ouais, une machine à traiter la logique. Des siècles avant les transistors, avec juste de l'encre, du papier et des nombres premiers. C'est fou. Il a vraiment posé la graine conceptuelle. Il a buté sur la modélisation de la négation, mais l'idée était là. Et au XIXe siècle, cette vision devient enfin opérationnelle, grâce à l'algèbre de Boole. Puis Frege, avec les variables et les quantificateurs, ce qui permet de dire, genre, pour tout x où il existe un y. Voilà. Et Peano ajoute un symbolisme super épuré. L'aboutissement de tout ce travail collectif, c'est le formalisme hyper strict de Pache et Hilbert. Et Hilbert, il va très très loin pour achever ce détachement de l'intuition. Ah oui, il affirme une idée radicale. Il dit qu'en géométrie, on pourrait remplacer les mots point, droite et plan par table, chaise et verre de bière sans rien altérer à la validité des démonstrations. Ce qui veut dire que la vérité mathématique n'a absolument plus rien à voir avec le sens des mots. Ni avec la réalité qu'il désigne. Donc, si je dis deux chaises se croisent en un verre de bière et que je respecte les règles de déduction, c'est mathématiquement vrai. C'est exactement ça. La syntaxe devient souveraine. Les maths se transforment en un pur jeu de symboles, avec des règles d'assemblage strictes. La sémantique, le sens, on s'en fiche. Bon, ce formalisme, il semblait avoir blindé les mathématiques contre les erreurs humaines. Mais en lisant nos sources, on découvre que c'est en essayant d'appliquer ce cadre rigide à l'idée d'infini que tout va de nouveau exploser. Oh, l'infini. Ça a déclenché une vraie guerre civile entre les chercheurs. Une guerre autour d'un tabou millénaire, parce que, depuis Aristote, on tolérait l'infini potentiel, c'est-à-dire le droit de rajouter 1. Toujours ajouter une unité sans jamais s'arrêter, oui. Mais l'infini actuel, pensé comme une totalité finie et concrète, c'était totalement interdit. C'était vu comme tabou. On pensait que le cerveau humain ne pouvait pas manipuler l'infini en tant qu'objet clos, jusqu'à ce que George Cantor entre en scène à la fin du XIXe siècle. Et lui, il brise ce tabou avec la théorie des ensembles. Ouais. Il ne se contente pas d'utiliser l'infini actuel, il va le classer. Il démontre qu'il existe des infinis de tailles différentes. Franchement, c'est l'un des résultats les plus choquants de l'histoire des sciences. Il prouve que l'infini des nombres réels, ceux avec plein de décimales, comme pi, est strictement plus grand que l'infini des nombres entiers, comme 1, 2, 3. De manière irréfutable. Je me mets à la place de ses contemporains. Entendre qu'un infini est plus grand qu'un autre infini, ça ressemble à une très mauvaise blague philosophique.
C'est pour ça que l'opposition a été ultra brutale. Des figures d'autorité comme Kronecker ont carrément qualifié Cantor de charlatan. Et cette violence académique a détruit la santé mentale de Cantor. C'est tragique. Et le drame ne s'arrête même pas là. Non, parce que même si la théorie de Cantor permet des avancées majeures, des failles logiques fatales commencent à apparaître. Les fameux paradoxes. Ouais, les sources en site Pruser qui retournent le cerveau. Le paradoxe de Russell, par exemple, si on définit un ensemble comme regroupant des objets, on peut imaginer l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Ok, et la question c'est? Est-ce que cet ensemble s'appartient à lui-même? S'il s'appartient, il remplit pas la condition, donc il ne devrait pas y être. Mais s'il ne s'appartient pas, il remplit la condition et il doit y entrer. La machine logique tourne complètement dans le vide. C'est l'enfer. Et il y a aussi le paradoxe de Berry-Richard qui joue sur le langage. Ah oui, celui-là est génial. Si on cherche à identifier le plus petit entier non définissable en moins de 16 mots français, le problème saute aux yeux. Bah oui, en prononçant cette phrase, on vient de le définir en exactement 15 mots français. Voilà, on crée une impossibilité logique totale. Et face à ça, la communauté se déchire, D'un côté, on a les formalistes soutenus par Hilbert. qui dit d'ailleurs « Nul ne doit pouvoir nous chasser du paradis que Cantor a créé pour nous Ils essaient de réparer le système avec des règles restrictives, comme la théorie des types de Russell. ». Exact. Comment ça fonctionne d'ailleurs, cette théorie des types, pour empêcher le paradoxe? En gros, ça instaure une hiérarchie stricte. On décide qu'un ensemble de niveau 1 ne peut contenir que des éléments de niveau 0. Un ensemble de niveau 2 ne contient que du niveau 1 et ainsi de suite. Une vraie grammaire logique. Voilà. Par cette simple règle, se demander si un ensemble s'appartient à lui-même devient une question syntaxiquement interdite. Et d'autres, comme Zermelo, ajoutent des axiomes hyper spécifiques pour filtrer la création d'ensembles. C'est un peu du rafistolage, non? On ajoute des murs partout pour éviter que la maison s'effondre. C'est exactement ce que pensait le camp d'en face, les fameux intuitionnistes comme Lebesgue, Borel ou Brouard. Eux, ils n'ont pas du tout aimé ce bricolage. Non, ils refusent en bloc de sauver la théorie par des règles artificielles. Ils rejettent carrément des axiomes de base utilisés par les formalistes, surtout l'axiome de choix. Cet axiome qui postule que si on a une infinité de boîtes, on peut former un nouvel ensemble en piochant un objet dans chaque boîte. Même si on n'a aucune règle mathématique explicite pour faire ce choix. Et là, les intuitionnistes disent non, si vous ne pouvez pas nommer explicitement comment vous choisissez, l'objet n'existe pas. C'est radical. Calcul sur un ensemble infini si on est physiquement incapable d'en nommer les éléments. C'est pas juste de la magie déguisée en équation. C'est exactement leur argument. Ils allaient même jusqu'à rejeter le principe du tiers exclu. Ah oui, le principe qui dit qu'une proposition est soit vraie, soit fausse sans troisième option. Voilà. En logique classique, ça permet de prouver qu'une chose existe en montrant que son inexistence serait une contradiction. Et Brouwer s'y oppose. Fermement. Pour lui, montrer qu'il est impossible que quelque chose n'existe pas, ça suffit pas. Faut fournir la méthode de construction précise pour le prouver. La tension est à son comble. D'un côté, des formalistes qui veulent préserver l'infini par des règles syntaxiques, de l'autre, des intuitionnistes qui crient à la métaphysique déguisée. C'est un climat vraiment explosif. Et c'est là que Hilbert lance son défi ultime. Prouver mathématiquement avec des procédés incontestables que l'arithmétique ne contient aucune contradiction. Il veut clore le débat une bonne fois pour toutes. Mais c'est là qu'arrive le coup de grâce en 1931. Kurt Gödel, avec son théorème d'incomplétude. Hilbert espérait utiliser les maths pour valider leur propre cohérence. Gödel utilise la même arme, mais pour prouver que c'est structurellement impossible. Ouais, grâce à son idée de génie, l'arithmétisation de la syntaxe. C'est le moment clé. Comment il procède techniquement pour faire ça? En gros, Gödel associe un nombre entier spécifique à chaque symbole mathématique. Le signe égal, les parenthèses, les variables, tout reçoit un nombre. Ok. Et ensuite, toute équation ou toute démonstration logique peut être traduite en un nombre géant unique en utilisant la décomposition en facteurs premiers. Donc, il transforme les règles grammaticales des mathématiques en simple calcul de nombres. La mathématique devient capable de parler de son propre code source. C'est magnifique. Par cette méthode, Gödel construit une équation tout à fait valide qui, une fois décodée, signifie « la proposition que vous êtes en train de lire ne peut pas être démontrée à l'intérieur du système ». C'est le paradoxe du menteur du genre « je mens » intégré direct dans le code de l'arithmétique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? La conséquence est dramatique pour Hilbert. Si l'arithmétique est non contradictoire, alors cette fameuse proposition dit la vérité.
Mais puisqu'elle affirme qu'elle n'est pas démontrable, ça prouve qu'il existera toujours des vérités mathématiques impossibles à démontrer au sein de ce système. Donc, le système est fondamentalement incomplet. Voilà. Et pire encore, Gödel prouve qu'un système ne peut jamais démontrer sa propre non-contradiction en utilisant ses propres règles. Le rêve de Hilbert est officiellement anéanti. C'est comme si un logiciel parfait affichait un message disant « Je fonctionne parfaitement, mais je ne pourrai jamais t'expliquer pourquoi ». Gödel a utilisé l'arme des formalistes contre eux-mêmes. Le vertige intellectuel est énorme. Plus tard, Paul Cohen montrera même que l'hypothèse du continu de Cantor est totalement indécidable dans la théorie standard des ensembles. Ni vrai, ni fausse, juste indécidable. Mais alors, face à cet effondrement des fondements logiques, comment la discipline entière a fait pour ne pas juste sombrer? Eh bien, la sauvegarde ne viendra pas de la logique pure, elle viendra de l'algèbre. Ah, l'algèbre à la rescousse! Ouais. Pendant que la logique cherchait la pureté absolue et s'y brûlait les ailes, l'algèbre, elle, avançait de manière hyper pragmatique, en acceptant l'absurde pour découvrir de nouvelles structures. C'est fascinant ce pragmatisme. Nos sources remontent aux Babyloniens avec leur base 60 ou aux Indiens qui inventent le zéro comme nombre et les nombres négatifs. Eux, ils s'en fichaient de la métaphysique. Ils voulaient juste que les calculs de commerce fonctionnent. Ils manipulaient des objets juste parce que l'outil produisait un résultat concret à la fin. Exactement. Prenons les nombres négatifs. Pendant des siècles, on les appelait absurdes ou fictifs, parce qu'on se disait, oui, on peut pas avoir moins 3 pommes dans la main. Et le summum de l'absurde, ça a été les nombres imaginaires. La fameuse racine carrée d'un nombre négatif. Ce qui viole la règle de base stipulant que tout nombre multiplié par lui-même donne un résultat positif. Pourtant, dès le XVIe siècle, Cardan les utilise au milieu de ses équations, juste pour trouver des solutions réelles à la fin du calcul. Et la justification théorique viendra bien plus tard, au XIXe siècle, avec un changement radical de perspective. Avec Gauss et Évariste Galois. Voilà, ils vont opérer une bascule monumentale. Galois, par exemple, pour comprendre pourquoi certaines équations sont insolubles, il arrête de chercher à calculer les valeurs exactes. Il change de cible, c'est ça. À la place, il étudie les symétries de l'équation, la manière dont les solutions s'échangent entre elles sans modifier la structure. C'est la théorie des groupes de permutation. On ne regarde plus les objets de base, on regarde le réseau de relations en fait. Exactement. L'attention se déplace des nombres vers les lois de composition. Il est incroyable de penser que les outils concrets des Babyloniens pour mesurer les champs se sont transformés en l'étude de relations abstraites à n dimensions. C'est la naissance de l'algèbre structurelle. Grassmann invente les espaces vectoriels abstraits sans s'en remettre à la géométrie classique. On abandonne même des règles qui semblaient vitales. Genre quoi Avec l'invention des quaternions par Hamilton, on doit accepter que la multiplication n'est plus forcément commutative. Pour clarifier, ça veut dire que A multiplié par B ne donne plus le même résultat que B multiplié par A. C'est ça. Dans la vie, 3 fois 4 égale 4 fois 3, mais avec ces objets, l'ordre change le résultat. Ce qui était qualifié d'absurde hier est devenu la fondation de l'algèbre moderne. En acceptant ces entorses à l'intuition, on a découvert des structures abstraites d'une richesse incroyable. Qu'il s'agisse de matrices, de tenseurs, peu importe la nature des objets. Le formalisme, qui avait échoué à garantir la certitude de la logique, a paradoxalement fourni le langage parfait pour cette algèbre. C'est vraiment vertigineux quand on y pense. Si on récapitule notre exploration, on a commencé avec l'illusion d'une géométrie parfaite et évidente. Ouais. On a traversé l'horreur des courbes brisées, affronté le vertige des infinis de Cantor, survécu à la guerre des fondements, pour finalement accepter avec Gödel qu'un système logique ne sera jamais totalement autosuffisant. Et pour ceux qui nous écoutent, je pense que la valeur de cette histoire ne réside pas que dans les équations. C'est une grande leçon d'humilité, non? Une leçon d'humilité, oui, et d'audace intellectuelle. Accepter de jouer avec l'absurde pour découvrir de nouvelles structures, c'est ça le vrai moteur de l'innovation. Ce qui m'amène à une dernière idée stimulante à méditer. Puisque Gödel a prouvé qu'aucun système formel ne peut prouver toutes les vérités qu'il contient, cela ne signifie-t-il pas que l'esprit humain restera toujours supérieur à n'importe quelle intelligence artificielle strictement algorithmique? C'est une très belle question. Parce qu'une machine, elle peut suivre des règles à la perfection, mais l'esprit humain, avec ses défauts, ses sauts de foi et son intuition, lui seul semble capable de s'émerveiller devant l'indécidable. Et c'est peut-être là notre plus grand avantage. Sur ce, merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations.